Au chantier de l'Atlantique, on ne construit pas seulement des paquebots de croisière. On s'active en ce moment pour finaliser la sous-station électrique qui équipera le futur parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Cet ouvrage permettra de concentrer l'électricité des éoliennes et de l'envoyer sur le réseau terrestre. Alors, local électrique sous tension, vous touchez à rien. Donc ici, nous sommes à l'arrivée du courant des éoliennes dans la sous-station. Donc chacune des branches d'éoliennes arrive dans un de ces tableaux, ici, par les câbles qu'on voit là. Et ces tableaux permettent de couper le courant des éoliennes ou de le mettre en service en fonction des besoins de la sous-station. Actuellement en phase de test, ce colosse de 2000 tonnes sera installé au large des côtes dès cet été. Mais pas de pression particulière pour les techniciens qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Ça fait déjà 12 ans que nous nous intéressons à l'éolien offshore et nous avons fait nos premières réalisations à l'export. Donc aujourd'hui, c'est un élément très important de notre stratégie. Nous sommes numéro 2 mondial de la sous-station et nous sommes sur un marché qui est en pleine croissance. Nous avons dès 2015 décidé d'investir 20 millions d'euros dans des ateliers qui sont dédiés à l'éolien en mer et surtout nous avons investi dans les personnes. Nous avons recruté et formé plus de 200 personnes qui aujourd'hui travaillent au service de l'éolien offshore à Chantier de l'Atlantique. Cette sous-station sera raccordée à 80 éoliennes, des Aliades 150 d'une puissance de 6 MW chacune. Les nacelles, tout juste sorties de l'usine située à quelques kilomètres, arrivent par bateau sur la plateforme logistique de General Electric. C'est ici, sur la terre ferme, qu'elles attendent d'être préassemblées avec les autres éléments avant d'être envoyées au large l'année prochaine. C'était un terrain vague, donc on a complètement réhabilité cette zone pour en faire vraiment un outil de développement au support de l'installation du parc éolien. On fait appel à énormément de sous-traitants. Si on prend l'exemple du hub, on fait appel à 100% à des PME françaises, plus eux-mêmes font appel à beaucoup de petits sous-traitants et TPE. Notre statistique, c'est que pour un employé de on a à peu près 3 emplois de sous-traitance. Donc voilà, on a entre 500 à 2000 personnes qui travaillent directement ou indirectement sur ce champ. Ces sous-traitants, pour la plupart des TPE et des PME, sont regroupés sous l'égide du cluster Neopolia. Elles collaborent pour se positionner à plusieurs sur des marchés qu'elles ne pourraient pas forcément obtenir seules. À peu près aujourd'hui, c'est 200 entreprises françaises qui travaillent, ça représente 2300 emplois, dont les 2/3 sont en Pays de la Loire. Il n'y a pas forcément eu de la création d'entreprises à proprement dite. Par contre, il y a plutôt eu le développement d'activités de diversification, le développement de business units dédiés aux activités de l'éolien offshore. C'est très diversifié sur la nature des métiers et sur le niveau d'implication dans la chaîne de valeur. Des métiers très spécifiques qui gagneraient à être plus connus. Qui sait ce que c'est un agent de consignation dans le maritime, à part ceux qui travaillent dans le maritime, alors que c'est la personne qui va s'occuper de gérer en gros l'escale d'un bateau, c'est l'œil du client, de l'armateur sur le port. Puis le manutentionnaire, on a une image, on dit toujours c'est les dockers, mais les dockers, il y a des sociétés qui les entourent et qui préparent les plans pour les navires, les choses comme ça. Donc quand on discute avec des gens qui ne sont pas du maritime, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a autour du portuaire. C'est plein de métiers, pas forcément tous connus. Si comme Sogebras ou les chantiers de l'Atlantique, beaucoup d'entreprises françaises parviennent à obtenir des marchés qui concernent les activités terrestres, elles ont encore du mal à faire face à la concurrence étrangère sur les activités en mer. Une situation qui pourrait avoir du mal à se débloquer en raison des critères d'évaluation mis en avant dans les appels d'offres des futurs parcs éoliens offshore. Aujourd'hui, les critères d'évaluation sont extrêmement portés sur le critère prix. Et si on accentue trop sur le critère prix, en fait, on va encourager un système de dumping social puisque le lauréat à l'appel d'offres n'aura pas forcément le tarif d'achat qui lui permettra de faire vivre derrière toute une supply chain franco-européenne. Et donc l'attente des clusters comme Neopolia et des autres clusters régionaux, c'est au contraire de renforcer des critères liés au contenu local industriel et liés aux critères environnementaux pour que les parcs éoliens soient financés avec un juste coût social et environnemental de l'énergie, c'est-à-dire on va produire de l'énergie grâce à une supply chain qui soit nationale. D'ici 2025, plus de 350 éoliennes devraient turbiner dans les eaux françaises. Une opportunité de développer une filière française avec un fort potentiel à l'international. D'ici là, rendez-vous en avril 2022 pour l'installation des premières éoliennes au large de Saint-Nazaire.
Voilà, sujet très intéressant, très impressionnant sur la mise en place de ce projet à Saint-Nazaire. Vous l'avez vu, il y a de l'emploi, il y a du lien local. Tout cela, comme le rappelait la ministre, avec une dose évidemment de concertation. M'a rejoint sur ce plateau Étienne Pourchère, qui est le directeur général de C2 Stratégie, mais qui est aussi le coordonnateur de l'Observatoire des énergies de la mer. Cher Étienne, on va parler, et vous allez dévoiler en exclusivité le résultat de ce rapport très attendu. Presque 500 entreprises ont été consultées. Près de 300 y ont répondu. Donc les conclusions sont très attendues. Et nous avons également avec nous, en duplex, en voie distancielle, Frédéric Moncani de Saint-Aignan, qui est le président du cluster maritime français. Monsieur le Président, bonjour. Peut-être vais-je commencer par vous. Quels sont les 3-4 messages essentiels qu'il faut faire passer ce matin ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité sur ce plateau virtuellement et désolé de ne pas y être présent, mais le cluster maritime français tient son assemblée générale cet après-midi et vous imaginez que ça nous donne aussi beaucoup de travail. Je vais être extrêmement bref parce que je voudrais que ça soit Étienne Pourchet, le directeur général de C2 Stratégie, qui présente les résultats de cet observatoire des énergies de la mer. Parce que je sais que tout le monde attend un peu les résultats qui sont maintenant, depuis 2016, annoncés tous les ans. Je voudrais juste préciser que, certes, l'énergie marine renouvelable, l'éolien en mer est une filière énergie, mais c'est aussi, à nos yeux, et c'est pour ça que le cluster maritime français s'y intéresse beaucoup, une filière maritime. Une filière maritime pour l'industrie maritime et une filière maritime pour l'emploi de marins. Et d'ailleurs, peut-être, puisque vous me donnez les 3-4 messages, je pense qu'il faudrait que tous ensemble, on s'attache à plus avoir recours aux services maritimes français, c'est-à-dire à créer de l'emploi maritime des marins dans nos territoires dans le développement de cette filière. Il y a encore, je crois, une marge de progrès. Alors, je serai, comme je vous l'ai dit, très très rapide et je vais donc d'abord remercier tous nos partenaires de l'Observatoire des énergies de la mer, puisque celui-ci a été initié par le cluster maritime français, annoncé en 2016, mais soutenu par de nombreux partenaires que je remercie, qui nous ont soutenus bien sûr financièrement, mais également qui nous ont soutenus avec le rapport d'expertise extrêmement important. Tout ceci coordonné bien sûr par C2 Stratégie et merci à Étienne Pourchet de l'énorme travail qui est effectué là-dessus. Merci aussi à Marie-Noëlle Tinet, la directrice adjointe du cluster, qui est le pendant pour la réalisation de cet observatoire. Alors, cette année, vous l'avez dit, plus de 300 répondants, donc on a des chiffres vraiment très solides, robustes, et qui montrent la réalité de la filière économique qu'est la filière des industries de la mer. Et encore une fois, c'était vraiment notre souhait, la filière des énergies marines renouvelables, d'avoir cette robustesse. Le premier objectif, il est atteint, je crois qu'on peut le dire. La majorité des emplois et de la valeur a été créée par les premiers parcs français, comme a été annoncé par la ministre, et vraiment ancré en France. Mais encore une fois, on doit pouvoir faire mieux. Et comme je l'ai dit, je suis vraiment très attaché au développement vers la filière de services maritimes que comptent les parcs éoliens. Donc les chiffres de cette année montrent que nous sommes passés, je dirais, du stade du démarrage à un stade maintenant de mise d'accélération, puisque on a près de 5000 emplois désormais. Je me souviens la première année où on était à peine 1000. Bon, les énergies marines renouvelables contribuent évidemment très fortement à la transition éco-énergétique, tout en préservant des emplois dans les territoires. Et je voudrais aussi remercier les territoires qui nous font confiance là-dessus. Alors, le dernier message, et je ne serai pas plus long, bien, il faut que la PPE post-2024 soit encore plus ambitieuse. Ça a été dit par Jean-Louis Bal, que je salue bien sûr. La ministre l'a entendu et y est tout à fait partante. Donc, c'est bon pour nous, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la filière maritime. Et c'est pour ça que nous sommes très en soutien de toute cette filière et des travaux qui sont menés. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Moncani de Saint-Aignan d'avoir été avec nous, président du cluster maritime français, d'avoir été avec nous en duplex. Donc Étienne Pourchet, eh bien on va révéler, en exclu, comme on dit dans mon métier, les grandes tendances, les grandes conclusions de ce rapport de l'Observatoire des énergies de la mer qui est toujours très attendu évidemment. On va pouvoir effectivement prouver la réalité industrielle de cette filière et ses retombées en France. Le président
présenter. Donc, comme vous l'avez dit, on a 290 répondants dans différentes catégories de la filière des développeurs, mais aussi de la recherche ou des acteurs institutionnels et portuaires. Les 4 chiffres que je retiendrai de cette année, de ce rapport, c'est que 3 parcs sont en construction maintenant en France. Donc ça y est, c'est parti, les chantiers s'activent et ça a une implication directe, positive sur nos territoires. Plus d'1,4 milliard d'investissements l'an passé en France, c'est une augmentation de 222%, c'est vraiment spectaculaire. On est entré dans le vif du sujet et ces milliards d'investissements, ils représentent du chiffre d'affaires pour les entreprises françaises, puisque 833 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été réalisés, et pour la première fois majoritairement par l'activité en France, puisque ces dernières années, on était plutôt majoritairement orienté vers l'export. L'export continue d'augmenter, mais il y a une telle augmentation des chantiers français que c'est maintenant le marché national qui est le moteur de la filière. Et bien entendu, ce qui est intéressant in fine, c'est que tout ça se traduit en emploi. Et comme l'a révélé le président, on arrive cette fois, pour la première fois, à atteindre presque 5000 emplois dans la filière. Donc vraiment, on change d'échelle par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. On le voit bien d'ailleurs sur les graphiques. Sur les premières années, on était au décollage d'une filière industrielle avec quelque chose un peu en dents de scie. Et on voit que cette année, on est sorti un petit peu de ce trend pour aller vers des hauteurs bien plus importantes. Et donc, on peut espérer qu'on est sur quelque chose de positif sur les années qui viennent. Là, on note une très nette augmentation, accélération dans tous les domaines. Exactement. C'est vraiment un changement qu'on regarde. Soit l'emploi, c'est donc la colonne, soit les 2 graphes du chiffre d'affaires ou des investissements. On voit bien que dans les 3 cas, c'est une échelle différente à laquelle on assiste. Alors, on regarde sur l'investissement, par exemple, puisque c'est ce qui a tiré vraiment l'activité cette année, c'est les développeurs exploitants. Plus 300% d'augmentation, c'est les parcs, les 3 parcs dont on parlait, qui nécessitent... Rappelez, redonnez leur nom. Alors, à Saint-Nazaire, le premier, Saint-Brieuc et puis à Fécamp. Donc, ces parcs qui se sont mis l'an passé à être en construction et puis qui sont rejoints petit à petit par les autres parcs, comme le disait la ministre, en fonction du dérisquage et des autorisations qui arrivent et qui permettent aux développeurs de lancer in fine les commandes. Et donc les commandes, c'est du chiffre d'affaires. Et quand on regarde le chiffre d'affaires, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans la chaîne de valeur qu'on a une augmentation importante avec plus de 800 millions sur les 833 millions de chiffre d'affaires. Et dans ce chiffre d'affaires, on englobe la sous-traitance, on englobe l'achat de matériel et tout. Là, c'est un chiffre global. Et exactement, c'est un chiffre global, quel que soit le type d'entreprise, on y reviendra tout à l'heure. Mais par rapport à ce que disait le président Moncani, ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie, finalement, des investissements sur les parcs français se retrouvent dans les entreprises et dans la filière française. Et puis, les emplois derrière, puisque ce chiffre d'affaires-là se traduit par des emplois concrets sur les territoires français, eh bien, c'est aussi dans la chaîne de valeur, dans les entreprises prestataires et fournisseurs de la chaîne de valeur, puisque 90% de l'augmentation des emplois en France en 2020 se sont retrouvés dans la chaîne de valeur. Oui, ce qui est important peut-être, Étienne, dans ce chiffre, on le voit bien en nombre de TP, c'est que finalement, c'est le tissu local. Ce sont les sous-traitants qui profitent le plus, puisque c'est le chiffre le plus impressionnant sur les 5000 dont parlait le président Moncani tout à l'heure. Exactement, on voit bien que c'est les entreprises françaises qui captent une grande partie de cette activité. Donc il y a un effet structurel et un effet conjoncturel. L'effet conjoncturel, c'est les parcs qui se mettent en chantier et qui apportent de l'emploi. Et l'effet structurel, c'est le trend. Quand les 2 présidents ont demandé à la ministre de continuer la PPE, c'est ce trend-là qui fait que ces emplois vont être pérennisés sur le territoire et que la filière va pouvoir continuer sur les années à venir. Et on regarde, pour répondre à votre question, tous les types d'entreprises bénéficient. On voit bien que c'est les grandes entreprises, évidemment, par définition, qui ont le plus d'emplois dans la filière, mais leur activité par la sous-traitance, par la co-traitance, elle se diffuse aussi par ruissellement avec les entreprises de taille intermédiaire, les entreprises de taille moyenne. Toutes ces entreprises industrielles font une filière structurée des emplois de qualité sur l'ensemble des territoires. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est en train de construire en France une filière.
Quand je dis en France, c'est sur tous les territoires. On révèle là la carte de France des emplois. Vous voyez que c'est sur les territoires littoraux, évidemment. On a les Pays de la Loire qui sont, depuis le début de l'enquête, c'est le premier parc d'ailleurs, Saint-Nazaire, donc ça explique aussi ça, plus des investissements industriels. On a vu dans le film tout à l'heure la réalité de ces investissements industriels, les industriels qui ont pris des risques et qui ont construit des usines. Et puis la Normandie, qui connaît la plus forte croissance l'année dernière, qui est deuxième région industrielle pour la filière, avec là aussi des investissements au Havre, avec l'usine de Siemens Gamesa, et à Cherbourg avec l'usine de GE pour faire des pales. Donc vous voyez, on a une réalité industrielle derrière et tout un tissu de PME, PMI. La Bretagne, qui est la troisième région sur le podium, on a un Grand Ouest qui se développe avec une filière forte. Et en Méditerranée, puisqu'on parlait de l'éolien flottant et les premiers parcs commerciaux qui vont arriver, la ministre a dit tout à l'heure que le premier appel d'offres allait être lancé. On voit bien que la filière est en train de décoller sur ces territoires-là. Je ne voudrais pas terminer sans parler des autres énergies, parce que vous avez posé des questions à la ministre tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que même si l'éolien aujourd'hui en mer, qu'il soit posé ou flottant, capte une majorité des investissements, des emplois et de chiffres d'affaires, on a quand même une réalité industrielle avec les autres technologies, que ce soit l'hydrolien, le houlomoteur, l'énergie thermique des mers, des investissements qui sont à quand même plusieurs millions d'euros et plusieurs centaines d'emplois sur ces technologies-là. Ça veut dire qu'on n'est pas mature, on est en train de monter en compétence sur la filière et d'approcher la maturité industrielle, et donc d'avoir potentiellement la même belle histoire à raconter dans les années qui viennent. Les objectifs de volume donnés par Bruxelles, il faudra bien que toutes ces énergies maritimes renouvelables y contribuent. C'est ça. Donc il faut ce trend-là où on est sur des démonstrateurs industriels, ensuite sur des fermes pilotes, comme il y en a au Raz-Blanchard, ça a été rappelé pour l'hydrolien par exemple, et puis ensuite des fermes commerciales qui permettront à l'industrie de produire en série et de créer des emplois comme on l'a vu pour l'éolien. Donc là aussi une belle histoire à raconter dans les années qui viennent. Et puis pour rassurer le président Moncani et dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre, on regarde d'où viennent les entreprises de la filière. Finalement, seuls 13% des entreprises sont des pure players des EMR, ça veut dire des entreprises qui sont créées pour la filière. Le reste, plus de 80% des entreprises, c'est des entreprises qui se diversifient. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans l'économie maritime, on a 43% des entreprises qui viennent de l'économie maritime. C'est une diversification d'activités, une activité nouvelle qui leur permet de faire face à des conjonctures différentes. Et donc là, on retrouve les travaux maritimes et portuaires, les travaux en mer. Et là aussi, il y a de la marge de manœuvre puisque maintenant qu'on passe à l'installation en mer, il va falloir avoir des marins et avoir des entreprises qui soient portées sur ces sujets-là. Et puis une autre partie des entreprises que l'on rencontre sont issues du domaine de l'environnement et des autres énergies. Très rapidement, Étienne, pour terminer. Une petite vision d'avenir pour terminer, puisque l'année dernière, on avait posé la question aux entreprises pour leur demander combien elles pensaient qu'elles allaient créer d'emplois sur 2020. Elles nous avaient dit 1000 emplois. Et bien finalement, elles en ont créé presque 2000. Cette année, on leur a reposé la question. Elles nous disent ça va être encore mieux. On va être peut-être à 1500 emplois. Donc, on peut espérer que cette belle histoire continue à se raconter sur les années qui viennent avec un indice de confiance dans la conjoncture qui est plutôt fort. Dans un contexte économique et sanitaire que chacun connaît, c'est une filière qui est résiliente et qui, justement, peut permettre de traverser des périodes peut-être plus difficiles pour d'autres filières. Et donc, on peut retrouver tous ces chiffres sur notre site puisque maintenant, le rapport est désormais en ligne et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore donner dans le détail de ces chiffres. Merci beaucoup Étienne Pourchère d'avoir dévoilé en exclusivité ce rapport 2021 de l'Observatoire des énergies de la mer. Et évidemment, on attendra maintenant un an pour avoir celui de 2022 qui sera basé sur des estimations et des questionnaires réalisés en 2021. Merci beaucoup Étienne Pourchère, merci au président Moncani. On marque une première pause en ces 7e assises nationales des EMR et on se retrouve dans une poignée de secondes.